I am approaching Soyuz. Please don't forget about the engine. Alors que la guerre froide fait rage, deux vaisseaux spatiaux venus de deux mondes aux idéologies opposées se réunissent. L'équipage américain d'Apollo pénètre dans le Soyouz soviétique. Et les deux commandants échangent la première poignée de main internationale dans l'espace. La mission est en soi un exploit technique, mais elle préfigure également une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Les tensions qui alimentaient la course à l'espace s'estompent. La course à l'espace a commencé comme une course à l'armement. L'enjeu était de savoir qui des États-Unis ou de l'URSS était supérieur. Puis, après avoir placé le premier satellite en orbite, l'humanité a envoyé l'un des siens dans l'espace. C'est un acte d'un courage extraordinaire. Yuri Gagarin a montré que les humains pouvaient aller dans l'espace, survivre et peut-être même prospérer. Nous avons développé de nouvelles technologies pour construire des navettes spatiales. Les êtres humains ont besoin de voyager. Nous avons besoin d'explorer. C'est pour ça que nous sommes allés dans l'espace. Et en bâtissant des stations en orbite, nous avons établi une présence permanente dans l'espace. Il a fallu une décennie pour achever la Station spatiale internationale. Une fois les premiers éléments envoyés en orbite, on a pu y envoyer un équipage et commencer les expériences scientifiques. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, les États-Unis et l'Union soviétique se précipitent pour faire main basse sur les scientifiques allemands et les technologies qu'ils ont développées. La course à l'espace a véritablement commencé pendant la Seconde Guerre mondiale et le développement des missiles V2. Le premier missile balistique guidé à longue portée, le V2 allemand, pouvait s'aventurer dans l'espace. Tout le monde connaît l'existence de ces missiles capables d'atteindre d'autres continents et qui ont été déployés avec succès au Royaume-Uni et en Europe. Tout le monde sait aussi qu'il y a en Allemagne beaucoup de brillants savants. Les forces américaines évacuent en secret des milliers de scientifiques et de techniciens allemands hors d'Europe, empêchant ainsi leurs alliés communistes de faire de même. Nom de code, Opération Paperclip. La guerre froide entre les deux nations aux idéologies diamétralement opposées se dessine. Chacun amasse les armes et met au point les moyens techniques pour les envoyer à destination. Du point de vue américain, les soviétiques étaient trop en retard sur le plan technologique pour développer une fusée capable de lancer une arme nucléaire vers les États-Unis. Mais en 1957, l'Union soviétique annonce le lancement du premier missile balistique intercontinental au monde. Il est capable de transporter une charge nucléaire sur 8000 km, le R-7. Cependant, sa taille énorme s'avérera peu pratique. Khrouchtchev, le dirigeant soviétique, accepte que ses équipes scientifiques modifient le missile pour qu'il puisse transporter un satellite. Quelques semaines seulement après le lancement réussi du R-7, les soviétiques écrivent la première page de l'ère spatiale. Spoutnik, le mot russe signifiant voyageur, s'élève à plus de 900 km dans les cieux. Le monde savait qu'un satellite serait lancé tôt ou tard. Sauf qu'on s'attendait à ce qu'il porte le drapeau américain. La petite sphère d'aluminium poli
d'une largeur de 58 cm, est assez grande pour accueillir un seul instrument scientifique, un émetteur radio. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age. Sputnik émet une série de bips continus, qui peut être captée par toute personne disposant de l'équipement nécessaire, et prouve que la propagande russe disait vrai. All over the world, people are tuning into the bleep, bleep of the satellite, which carries aboard the highly complicated mechanism necessary to transmit secrets of the universe. C'est un bip très caractéristique. J'aimerais bien savoir à quel point ils ont réfléchi au son que ce bip allait faire. Je suis sûr que certains le trouvaient fascinant et d'autres très intimidant. Quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'avec un satellite qui bipait et chantait au-dessus de leur tête, certaines personnes ont dû être prises de panique. Il y a une sorte d'hystérie collective, mêlée d'une certaine forme de fascination, parce qu'au fond, c'était l'humanité tout entière qui avait mis ce petit objet en orbite autour de la Terre. Et des milliers de personnes chaque nuit observaient ce minuscule point de lumière traverser le ciel. Ça a vraiment déclenché un énorme intérêt pour la conquête spatiale qui n'intéressait pas jusque-là le grand public. La course à l'espace était devenue concrète. Ça n'était plus un fantasme, c'était la réalité. Le départ de la course a été donné et l'Amérique est déjà à la traîne. Elle s'empresse de placer un premier satellite sur l'orbite terrestre. Nous savons qu'il existe dans l'univers un phénomène baptisé gravité. Tout objet massif crée une force gravitationnelle qui vous attire. À la fin du XVIIe siècle, Isaac Newton propose le concept d'orbite, après avoir lancé des pierres au sommet d'une montagne. Plus une pierre est jetée rapidement, plus elle se déplace loin, avant que la gravité ne l'entraîne vers le sol. Mais comme la Terre possède une surface courbe, une pierre projetée avec suffisamment de force sera attirée par la masse terrestre en même temps que le sol se dérobe. La pierre, prise dans un état de chute libre perpétuelle, se retrouve en orbite. La marine américaine tente de lancer son premier satellite en orbite 2 mois seulement après Sputnik. Disaster follows, as this official film shows only too clearly. Après l'échec de Vanguard, la mission spatiale américaine est confiée à l'armée américaine. Werner von Braun, l'ingénieur allemand à l'origine du V2, a été capturé lors de l'opération Paperclip. Il va perfectionner sa fusée Jupiter-C pour envoyer un satellite. We've been assigned the mission of launching a scientific Earth satellite. And we will use the Jupiter-C configuration as a carrier that we developed along with the Jet Propulsion Laboratory. I promised the Secretary of the Army that we would be ready in 90 days or less. Let's go, Werner. Il fallait envoyer quelque chose là-haut le plus vite possible pour montrer que les États-Unis étaient aussi une superpuissance en matière d'exploration spatiale. En collaboration avec les équipes de William Pickering, du Jet Propulsion Laboratory, et de James Van Allen, le concepteur principal des instruments de bord de l'Explorer 1, von Braun est prêt en 84 jours seulement. 2, 1, firing command, firing command. Le cas d'Explorer 1 est très intéressant. Les États-Unis ont pris une arme de guerre, un missile balistique intercontinental destiné à lancer des bombes nucléaires sur un ennemi, et l'ont converti en lanceur de satellites pour la découverte scientifique. Ils voulaient aller dans l'espace pour la propagande, certes, mais aussi pour la science, et pour montrer au monde que leur démarche avait des fins pacifiques. À bord de l'Explorer 1, on trouve un compteur Geiger. Il confirme la présence de larges bandes de radiation, composées de particules énergétiques, piégées par le champ magnétique terrestre. Baptisées en l'honneur de James Van Allen, ces ceintures de radiation se situent bien au-dessus de l'atmosphère et protègent la Terre des vents solaires nocifs.
Des expériences sont en cours autour du Soleil pour mieux comprendre comment ces ceintures de radiation nous affectent, car elles ont influencé la façon dont les futures missions ont été conçues pour envoyer des hommes au-delà de ces ceintures et vers la Lune. Le voyage d'Explorer s'achèvera le 31 mars 1970, après 58 000 orbites. L'objectif suivant pour les Américains et les Soviétiques est d'envoyer un être humain dans l'espace et surtout de le ramener sur Terre sain et sauf. Personne ne connaissait les effets du vide de l'espace, de l'absence d'air et donc de l'absence de pression. Personne ne comprenait les effets de la température, ni ne savait comment un humain pourrait survivre. Peut-être que le sang d'un être humain allait s'agglutiner et former de petites boules dans les veines, où il serait incapable d'avaler. On n'en savait rien. La NASA, créée en 1958, initie son projet de vols spatiaux habités avec le programme Mercury. Les astronautes de Mercury ont été triés sur le volet parmi les aviateurs et les anciens pilotes de chasse. From all of the active duty pilots in the Navy, Marines, and Air Force, the service records of 473 test pilots were selected for review. 110 met the basic qualifications. On ne pouvait pas envoyer n'importe qui. Il fallait quelqu'un qui non seulement ait déjà fait l'expérience des effets physiques, mais aussi qui sache réagir si quelque chose se passait mal. Des pilotes qui avaient l'étoffe des héros. Et sur les milliers de candidats qui ont passé les tests médicaux et psychologiques, seules 7 personnes ont été retenues. La NASA révèle les Mercury 7 le 9 avril 1959. À la suite de l'annonce venue d'Amérique, l'Académie des sciences soviétiques sélectionne 20 cosmonautes parmi les pilotes de l'armée de l'air. 6 d'entre eux reçoivent une formation intensive et un seul est choisi pour devenir le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. Youri avait tout pour lui. C'était un esprit brillant, un soviétique loyal. Il représentait parfaitement la nation. Et il était sur le point de devenir l'homme le plus célèbre au monde. Le Vostok 1 de Gagarin doit décoller du même cosmodrome que le Spoutnik, à Baïkonour, au Kazakhstan. Certaines fusées accélèrent extrêmement vite, et si vous placiez un humain à bord, il ne survivrait pas au lancement, incapable de résister à l'accélération de la pesanteur. Les fusées habitées doivent décoller relativement lentement et prendre de la vitesse progressivement. Dix minutes plus tard, Youri Gagarin devient le premier humain à franchir la ligne Kármán, la frontière entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Le vol de Youri Gagarin à bord du Vostok 1 était tout simplement incroyable. C'était une mission très risquée. Mais il était en sécurité dans le vaisseau et il est resté en vie. C'était un véritable exploit technologique. Le Vostok fonctionne en pilotage automatique, ce qui permet à Gagarin d'effectuer des tests sur le système de survie et la radio. Ce qui m'impressionne le plus dans la mission de Gagarin, c'est le moment où il arrive enfin en orbite terrestre et aperçoit la Terre pour la première fois. Il s'adresse au centre de contrôle et dit « Je vois la Terre, elle est si belle ». Le Vostok ne reste en orbite que 108 minutes. Mais envoyer Gagarin dans l'espace ne représente que la moitié du défi. Le ramener sur Terre est tout aussi périlleux. Quand vous êtes à bord de votre capsule en direction de la surface de la Terre, vous vous enfoncez dans l'atmosphère terrestre. Et à une telle vitesse, les frottements vont générer une énorme quantité de chaleur. Le gaz qui se trouve juste à la pointe du module de rentrée peut devenir plus chaud que le Soleil. Après l'échec de la séparation de la capsule de rentrée et du module de service,
les deux appareils tourbillonnent dangereusement. Heureusement, la friction finit par brûler les câbles qui les reliaient. Gagarine s'éjecte à 2,5 km du sol. S'il avait été à bord du Vostok au moment de l'atterrissage, la force de l'impact l'aurait tué. Le retour de Youri Gagarine sain et sauf ouvre une nouvelle ère pour le monde entier. This Russian achievement of landing an astronaut safely after orbiting the Earth is really one of the greatest events in the history of mankind. The Russians have succeeded in breaking the barrier which binds man to Earth, and the path is now open for them to explore the solar system. C'est un acte d'un courage extraordinaire. Youri Gagarin a montré que les humains pouvaient aller dans l'espace, survivre et peut-être même prospérer. Un mois après l'exploit de Gagarine, la NASA envoie un premier Américain vers les étoiles, à bord de Freedom 7. Alan Shepard a été le premier astronaute américain à réussir une insertion dans l'espace. Il était dans l'espace, même si ce n'était pas tout à fait un voyage orbital. L'objectif de Freedom 7 n'est pas d'effectuer une orbite complète. Atteignant une altitude de 187 km, Shepard parcourt 486 km depuis le site de lancement pour terminer son parcours dans l'océan Atlantique. Comme prévu, le vol ne dure que 16 minutes. L'Amérique ne tentera d'effectuer sa première orbite terrestre qu'en 1962. La capsule Mercury de John Glenn est baptisée Friendship. Stations, gantry is in launch position. Start interrogation in 1 minute. Godspeed, John Glenn. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. John Glenn a réussi à parcourir le globe à 3 reprises. This is Mercury Control. The Friendship 7 spacecraft is now committed to its third orbit. Contrairement au voyage de Gagarine, qui est resté secret, les vols de Shepard et de Glenn sont diffusés dans le monde entier. Never in all of history have so many people shared, without censorship, an adventure of such magnitude. Through all news media in all languages, all the peoples of the world are witness to this exploration of space. En 3 ans, les États-Unis et l'Union soviétique effectuent 6 missions solitaires. Mais l'Amérique reste à la traîne. Les astronautes de Mercury ont passé moins de 54 heures au total dans l'espace. Les cosmonautes de Vostok y ont passé 16 jours. En 1961, les Soviétiques franchissent les premiers le jalon suivant avec Vostok 6. Vostok 6 est un vol historique et il transportait la première femme cosmonaute, Valentina Tereshkova. Tereshkova passe près de 3 jours en orbite. Cependant, le mal de l'espace n'est pas encore totalement compris à l'époque. Et les opérateurs du centre de contrôle ne prennent pas la mesure de son mal-être. On a appris plus tard qu'elle était un peu dans le cirage. Elle mettait du temps à répondre aux commandes. Et bien qu'elle ait été reconnue comme étant la première femme dans l'espace, elle a également été très critiquée. Malgré cela, Tereshkova trace le chemin de l'humanité tout entière sur la route des étoiles. Après une douzaine de missions en solitaire, les 2 adversaires dans la course à l'espace s'efforcent d'augmenter la taille des équipages.
Une personne seule ne peut pas tout faire. Elle doit être aidée des autres, pour des raisons de santé, mais aussi pour multiplier les compétences. La NASA approuve le programme Gemini 3 mois avant le vol orbital de John Glenn. Il faudra des années pour développer une capsule pour deux. Le problème, ce n'est pas seulement la taille. On ne peut pas se contenter de prendre un petit modèle de vaisseau spatial et de l'agrandir. Les phénomènes aérodynamiques représentent un véritable défi pour concevoir une capsule stable et qui offre une protection thermique correcte. Pour maintenir leur avance sur les États-Unis, les Soviétiques modernisent leur capsule Vostok monoplace et y ajoutent un réacteur supplémentaire à l'extérieur pour créer le Voskhod. La nécessité d'accueillir un équipage plus important signifie que chaque gramme doit être justifié, au point que les équipages eux-mêmes se mettent au régime. Le siège éjectable est démonté et l'équipage du Voskhod 1 s'aventure dans l'espace sans aucune combinaison de protection. Ils partent sans aucun filet de sécurité. Le moindre problème dans la distribution de l'air respirable leur aurait été fatal. Voskhod 1 établit un nouveau record d'altitude de 336 km pour un vaisseau spatial avec équipage. L'équipage rentre sain et sauf, mais cette mission amorce une tendance. Le programme spatial soviétique ne recule plus devant la prise de risque. Ce risque est au cœur de la course à l'espace. Elle n'est pas née d'un admirable désir de comprendre le système solaire et l'univers. L'objectif principal est d'accomplir un exploit avant l'adversaire, même si, pour y parvenir, il fallait entasser les pilotes comme des sardines. Alors que les Américains préparent une première équipe de 2 hommes dans l'espace à bord de Gemini 3, les Soviétiques prennent de l'avance. Les cosmonautes Pavel Belyaev et Alexei Leonov espèrent réaliser la première sortie dans l'espace avec la 2e mission Voskhod. Voskhod 2 a été équipé d'un sas gonflable, facilitant la sortie d'Alexei Leonov dans l'espace. Émergeant du vaisseau, le cosmonaute Leonov peut pour la première fois observer directement le monde des humains. Imaginez la situation. Vous êtes dans une capsule et seule une quantité très limitée de matière vous sépare de l'espace et d'une mort certaine. L'idée de quitter cette sécurité relative et de faire confiance à ce qui n'est au fond qu'un bout de tissu semble inconcevable. Seul un câble de 5 mètres l'empêche de dériver dans le vide sidéral. Alexei Leonov était issu de l'armée, donc je suis sûr qu'il a dû faire preuve d'une grande discipline. Leonov écrira plus tard qu'il s'est senti comme une mouette, aile déployée s'élevant très haut au-dessus de la Terre. Il est la première personne à avoir profité de cette vue parfaite de notre planète. Il a pris le temps de contempler notre Terre, notre maison et la fragile atmosphère qui la protège alors qu'il n'était relié à son vaisseau que par un simple câble. Mais la sortie historique de Leonov dans l'espace tourne vite à la catastrophe. Il commence par remarquer que ses gants glissent de ses mains et que ses bottes semblent trop grandes. Sa combinaison se dilate dans le vide de l'espace dénué de pression. Leonov n'a que quelques minutes pour rentrer dans le Voskhod, avant d'être plongé dans l'obscurité, à l'ombre de la Terre. Le cosmonaute éjecte la moitié de l'oxygène de sa combinaison, tentant désespérément d'en réduire le volume et de retrouver sa mobilité. Il a dû réagir en quelques minutes seulement. Il ne savait pas s'il avait pris la bonne décision, mais il pensait que c'était sa seule chance de survie.
La trappe se referme enfin. Mais les boulons explosifs qui ont éjecté le sas font tourner la capsule. Le Voskhod va toucher terre à 2000 km du site d'atterrissage. Lorsque les équipes de secours retrouvent enfin les deux hommes, ils viennent de passer 2 nuits dans la forêt sibérienne, à des températures inférieures à moins 25 degrés Celsius. Les Russes étaient prêts à prendre plus de risques car ils estimaient être gagnants sur le long terme. C'était pour eux la seule stratégie à même d'établir leur domination sur les États-Unis. Ce sera la dernière mission Voskhod et le signe annonciateur de la fin de la suprématie spatiale soviétique. L'incursion de l'être humain dans l'espace est une histoire jalonnée de tragédies, faisant des victimes dans les rangs des Américains et des Soviétiques. En janvier 1967, 3 astronautes de la NASA périssent dans un incendie à l'intérieur de la capsule Apollo 1 au cours d'un essai au sol. Deux mois plus tard, le cosmonaute Vladimir Komarov, commandant de la mission Voskhod 1, devient le premier homme à mourir au cours d'un vol spatial. De retour sur Terre, les parachutes de sa capsule Soyouz 1 refusent de se déployer. Les ambitions lunaires de l'Union soviétique sont suspendues pendant 18 mois. Durant ce hiatus, Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace, décède dans un accident d'avion. L'année suivante, l'Amérique décroche la Lune. Grands perdants de la course à la Lune, les Soviétiques s'attellent à l'établissement d'une présence semi-permanente en orbite. En juin 1971, Salyut 1, la première station spatiale, accueille son premier équipage via le Soyouz 11. Il y a eu 7 stations spatiales soviétiques lancées régulièrement à partir de 1971. C'était un nouveau jalon important pour l'URSS qui a vraiment jeté les bases de la vie dans l'espace. Pour apprendre concrètement les bases des processus physiques, il est impératif de réaliser les expériences sans gravité. Et ces stations spatiales qui ont été mises en orbite offrent un laboratoire idéal pour mener ces expériences. En 1973, les États-Unis lancent leur première station spatiale, le Skylab. Skylab répondait à une grande question. Que faire de Saturne V si on ne va plus sur la Lune? Eh bien, on utilise les pièces détachées pour en faire une station spatiale. Mais dès que la station inhabitée est mise en orbite, il faut la réparer. Après le lancement de la fusée Saturne 18, un des 2 panneaux solaires s'est arraché. Et le pare-soleil, destiné à protéger le vaisseau spatial du rayonnement solaire lorsqu'il était en orbite, est également endommagé. La toute première équipe envoyée sur le Skylab est chargée de restaurer la station. Les astronautes ont donc dû effectuer une mission de réparation d'urgence, ce qui était en soi une manœuvre difficile. Les 2 astronautes sont sortis dans une sorte de balai spatial. L'un tenait les jambes de l'autre qui essayait avec une longue perche munie de ciseaux au bout de couper un câble. Évidemment, à force d'efforts et d'ingéniosité, ils ont réussi à remettre la station en état de marche. L'étage opérationnel, où les équipages vivent et travaillent, a été conçu à partir d'une fusée Saturne réaménagée. Il y a une cuisine, une douche à gravité zéro et une zone de repos. We have 3 bedrooms that we can live in. They're very small. The beds are on the wall as opposed to on the floor, but they're still ample in 0G. Chaque action quotidienne doit être repensée pour un environnement soumis à la microgravité.
En l'absence de gravité, les fluides s'accumulent dans les extrémités du corps humain, le visage, les mains et les pieds. La taille du muscle cardiaque diminue, car il n'a plus besoin de lutter contre la gravité pour faire passer le sang des pieds à la tête. La forme de l'œil se modifie, ce qui peut affecter la vue. Vous ressentez également les effets de la décalcification des os, car ils n'ont plus besoin de vous soutenir. Les astronautes font de l'exercice plusieurs heures par jour, juste pour rester en forme et maintenir leur corps en état de marche. Les êtres humains ne sont pas conçus pour la microgravité, c'est certain. Le Skylab reste en orbite pendant moins d'1 an, le temps pour 3 équipes de réaliser 270 expériences différentes. L'expérience principale qui a été réalisée concernait en réalité les astronautes eux-mêmes. Les humains peuvent-ils rester en bonne santé, physique et mentale, une fois dans l'espace? Le 3e et dernier équipage de la station est tellement épuisé qu'il coupe les communications avec le contrôle de mission, le temps d'une orbite complète. La version des faits la plus répandue est que les 3 astronautes du Skylab se sentaient surchargés de travail. Donc ils ont coupé les radios comme pour dire « on se prend la journée, on ne fait rien, on ne vous parle même pas ». Les 93 minutes de silence radio donnent lieu à des négociations. Les 3 astronautes obtiennent un emploi du temps plus léger. Ils finiront par achever toutes les tâches qui leur ont été confiées sur leur temps libre. Mais la NASA a bien retenu la leçon. Ces équipages ont des limites. En janvier 1967, les États-Unis et l'Union soviétique se joignent au Royaume-Uni pour signer un accord international concernant les futures entreprises spatiales. Le traité de l'espace de 1967 a été conçu pour empêcher la prolifération des armes nucléaires en orbite et au-delà. Son objectif est de limiter les revendications de ces nouveaux territoires. En d'autres termes, l'exploration et l'utilisation des corps célestes de la Lune et même au-delà doivent être réalisées à des fins pacifiques pour l'humanité et au bénéfice de tous. Sous la menace de la destruction mutuelle, les gouvernements soviétiques et américains restent dans l'impasse. Mais une tentative pour désamorcer les tensions aboutit à la première mission spatiale conjointe américano-soviétique. La mission Apollo-Soyouz prévoit la réunion en orbite de 2 vaisseaux spatiaux. Les scientifiques d'Apollo et de Soyouz doivent échanger des informations. Mais pour que ça fonctionne, il faut déclassifier et partager avec l'ennemi ses secrets les plus profonds et les plus sombres. C'est ça la beauté de leur démarche. Ils sont prêts à voir au-delà de leurs frontières, à dépasser leurs différences philosophiques, à se fixer un objectif plus grand. C'est ça le grand avantage de l'exploration spatiale au cours de cette période si difficile de notre histoire. Well, I recognize that almost any subject there are differences of opinion. My feeling is that people who understand this mission understand that it is a very fine thing to do for both countries and for the entire world. I think this is a first movement in a direction of joint operations in space in the future. Les 2 puissances font décoller leur mission à 7 heures d'intervalle. 3, 2, engine sequence start. 1, 0, launch commit. We have a liftoff. All engines building up thrust. Both control centers, Moscow and Houston, have given a go for docking. L'un des enjeux de la mission Apollo-Soyouz était d'ajouter une plateforme d'amarrage aux modules de commande et modules lunaires des missions Apollo. Ainsi, la capsule Soyouz pouvait s'y arrimer. I got 2 messages for you. Moscow is go for docking. Houston is go for docking. It's up to you guys. Have fun. Comment les relier entre eux? Comment ça va se passer? Quelle est l'interface? Il y a toujours une prise mâle et une prise femelle, alors comment se partager les rôles?
Il a donc fallu revoir complètement leur approche sur la façon de connecter ces deux modules ensemble. Ils ont fini par l'appeler le système d'amarrage périphérique androgyne, et il est toujours utilisé à ce jour pour relier deux éléments. Less than 5 meters distance. 3 meters. Contact. Capture. Tell Professor Bushillian it was a soft docking. Lorsque la trappe s'ouvre, Thomas Stafford émerge d'Apollo 10 et tend la main à Alexei Leonov. C'est la première poignée de main internationale dans l'espace. Le moment où les deux commandants se serrent la main annonce une nouvelle ère. Cet événement marque la fin de la course à l'espace et le début d'une nouvelle ère de collaboration internationale entre des nations qui jusqu'alors gardaient leurs programmes très secrets. Durant 44 heures, les deux équipes échangent des cadeaux, dînent ensemble et mènent des expériences communes. Après le désamarrage, le module Apollo éclipse le Soleil afin que l'équipage du Soyouz puisse étudier sa couronne. Le fait que ces deux anciens rivaux dans la course à l'espace puissent se rencontrer semblait annoncer un nouveau chapitre dans la capacité des hommes à coopérer et à s'aventurer dans l'espace. Après le succès des stations Salyut, les Soviétiques voient plus grand et cherchent à développer l'habitat spatial. Il n'y aura malheureusement jamais la puissance suffisante pour lancer et mettre en orbite une station spatiale entière. Donc la seule façon de mettre en orbite un objet de taille importante est de l'envoyer en pièces détachées. Après le lancement de la première section de la station Mir en 1986, 6 modules pressurisés seront ajoutés au cours de la décennie suivante. Ce qui est intéressant à propos de Mir et des cosmonautes qui étaient à bord de la station, c'est qu'en réalité, ils ont vécu la fin de l'Union soviétique, la fin de toute une époque en somme. Lors de la chute de l'URSS, Sergueï Krikalev effectue sa deuxième mission à bord de Mir. Il est tel un apatride en orbite autour de la Terre, ne sachant pas vraiment où est sa place. Ingénieur de vol, Krikalev accepte de rester et d'accomplir les tâches qui lui incombent avant l'arrivée du prochain équipage. Il s'est envolé vers Mir en tant que citoyen soviétique et il est revenu sur Terre en tant que citoyen russe. Mir, qui signifie paix en russe, se déplace autour de la Terre à la hauteur moyenne de 360 km. La station a accueilli beaucoup de projets internationaux et de nombreuses autres nations ont été invitées à y participer. Mir reçoit la visite d'astronautes d'Amérique du Nord, d'Europe et du Moyen-Orient, ainsi que d'un journaliste de télévision japonais. C'est merveilleux de voir la manière dont ce projet a évolué, dans un esprit d'universalité. La station Mir est devenue un creuset dans lequel va se développer une formidable coopération internationale. Cependant, avec le temps, Mir connaîtra des problèmes d'hygiène à bord. Mir était un peu comme un paquebot de croisière, un endroit où les infections ont tendance à proliférer. Et Mir était entouré d'un nuage de petites gouttes d'urine jaune et gelée. La gestion des déchets, une question qu'il ne faut clairement pas négliger dans l'espace. Ces particules d'urine finiront même par endommager les panneaux solaires de la station. À la fin du programme, Mir a malheureusement dû être abandonnée. Mais l'expérience a été plutôt réussie. Elle a engendré de nombreux succès scientifiques. La fin des années 90 est marquée par l'accumulation de dysfonctionnements dangereux, la prolifération des moisissures, des pannes informatiques et même des incendies. La station est abandonnée en 2001, alors que son orbite décline naturellement.
En 1969, la même année où l'homme a posé le pied sur la Lune, la NASA élabore un projet qui va réinventer le transport spatial. La navette était un concentré des livres de science-fiction que je lisais enfant. Un vaisseau qui va dans l'espace et se pose comme un avion. It's called a reusable space shuttle, an airplane-like spacecraft that can be hurled aloft by a rocket up to 100 times. Il s'agit au fond d'un système d'aviation. La navette génère une certaine portance avec ses ailes et son fuselage. Ce concept a rendu l'idée de voyage dans l'espace beaucoup plus accessible. Le défi réside très concrètement dans la réutilisation de la navette. Quels sont les éléments qui pourraient mal supporter la répétition d'une épreuve physique immensément difficile? Comment être sûr que la prochaine fois qu'elle repartira, tout ira bien? La navette spatiale Columbia est prête pour son premier vol orbital à l'occasion du 20e anniversaire de l'exploit de Gagarine. Les lancements suivants reproduiront la même routine. Pendant les 2 premières minutes du lancement, la navette embarque 2 propulseurs à combustible solide. Après s'être détachés, ils sont récupérés pour les vols suivants. Le combustible nécessaire pour propulser la navette dans l'espace provient d'un réservoir externe jetable rempli d'hydrogène et d'oxygène liquide. Il est destiné à se désintégrer au moment de la rentrée dans l'atmosphère. Pour protéger la navette lors de ses multiples passages dans l'atmosphère terrestre, la NASA conçoit un bouclier thermique résistant. L'enveloppe en aluminium de la navette est recouverte de plus de 24 000 tuiles protectrices en fibre de silice. Les tuiles noires sur le ventre, le nez et les ailes de la navette, là où la chaleur est la plus forte, peuvent supporter des températures allant jusqu'à 1260 degrés. En 30 ans, les 5 navettes de la flotte de la NASA effectueront 135 missions orbitales. Les navettes ont accueilli de multiples expériences scientifiques et ont permis le lancement de satellites et de télescopes spatiaux, ainsi que le transport des astronautes vers les stations spatiales. Lors de la mission de la navette spatiale Challenger en février 1984, l'astronaute Bruce McCandless devient le premier humain à flotter librement en orbite. Il effectue une sortie extravéhiculaire libre, c'est-à-dire sans attache, à l'aide d'un système de propulsion manœuvrable spécialement développé par la NASA. La première sortie non attachée a dû être un moment terrifiant. Vous devenez votre propre vaisseau spatial. En même temps, on ne peut pas imaginer de sensation de liberté plus absolue. Si le programme de la navette comptait de nombreux triomphes, il sera endeuillé par une tragédie. 2 ans après la sortie extravéhiculaire de McCandless, une catastrophe survient à bord de Challenger, 73 secondes après le décollage. En cause, un joint torique défaillant dans l'un des propulseurs à combustible solide. C'est ce qui a permis au gaz chaud de passer par une brèche dans la structure du grand réservoir de carburant externe. Toute la navette spatiale et le réservoir finissent par s'autodétruire. Le programme connaîtra une deuxième catastrophe 17 ans plus tard, en 2003. Lors du lancement de Columbia, un morceau de mousse isolante se détache d'un réservoir de carburant externe et heurte l'aile gauche de l'orbiteur, ce qui endommage son bouclier thermique. Cela n'a pas empêché la navette spatiale d'atteindre son orbite, mais ça a posé un très gros problème pour la rentrée. Alors que Columbia pénètre dans l'atmosphère plus dense, des gaz chauds s'immiscent dans l'appareil, provoquant l'arrachement de l'aile de la navette.
Columbia est désintégré, tuant les 7 membres de l'équipage. On a coutume de dire « l'espace est sans merci ». Ces astronautes ont fait le sacrifice ultime. Mais grâce à eux, il y a eu toutes les missions qui ont suivi. Nous avons appris de nos erreurs. Nous avons continué à explorer. Nous avons persévéré. Et je pense que cela résume parfaitement la nature humaine dans ce qu'elle a de meilleur. Après ces 2 tragédies, la NASA choisit d'aller de l'avant. Mais le programme de la navette ne tiendra jamais ses promesses. C'était un vaisseau merveilleux, un véhicule fantastique. Mais ça coûtait trop cher de le réutiliser sans cesse. Lors de la présentation du projet initial, le coût d'un seul lancement était estimé à 22 millions de dollars américains. Mais en réalité, le coût moyen sera de 450 millions. Malgré tout, la navette spatiale reste l'un des grands accomplissements de l'ère spatiale. La navette spatiale Atlantis effectuera le dernier vol du programme en 2011. Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. À la fin du XXe siècle, un nouvel édifice spatial marque le début d'une nouvelle ère de coopération spatiale. Les astronautes de la navette spatiale Endeavour livrent un module appelé Unity et le connectent au module russe Zarya. L'ISS, la Station spatiale internationale, est née, mais elle est loin d'être achevée. Il a fallu une décennie pour achever cette station spatiale internationale, mais dès que les 2 ou 3 premiers éléments ont été envoyés dans l'espace, les premiers panneaux solaires, les premiers modules, les premiers systèmes d'installation électrique, elle a pu accueillir un équipage à bord et les expériences scientifiques ont commencé. La communauté internationale a été invitée à prendre part au projet. L'idée était de démontrer que la collaboration et la coopération étaient à la base de toute exploration spatiale future. Depuis novembre 2000, l'humanité est présente dans l'espace, sur une orbite basse, à bord du plus grand laboratoire du monde. L'ISS a vraiment ouvert l'espace au monde entier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle a tout simplement décuplé les ambitions de l'être humain dans l'espace. Depuis l'arrêt des navettes spatiales américaines, c'est le Soyouz russe qui permet d'accéder à l'ISS. Depuis la fin du programme de la navette spatiale en 2011, Soyouz s'est avéré à la fois fiable et durable pour le transport des astronautes et des cosmonautes vers l'ISS. Ça en dit long sur les capacités et la qualité de conception de ce vaisseau, qui est devenu un taxi spatial. And the hatches between the Soyuz spacecraft and the International Space Station opening. Imaginez-vous dans les années 50 en train d'annoncer à tous les ingénieurs de la NASA que dans quelques décennies, ils vont avoir besoin des Russes pour aller dans l'espace. Tout le monde vous prendrait pour un fou. Le 30 mai 2020, des astronautes sont à nouveau envoyés dans l'espace depuis le sol américain. Mais cette fois, à bord d'une capsule et d'une fusée conçue par une société privée, SpaceX. On entre maintenant dans une nouvelle ère de la commercialisation de l'espace, celle des entrepreneurs de l'espace. Toutes ces entreprises et industries cherchent de nouvelles façons d'exploiter les installations de l'ISS. L'avenir de la conquête de l'espace passera forcément par ce phénomène de commercialisation. La Station spatiale internationale s'inscrit dans un mouvement moderne de démocratisation de l'espace. Cela signifie qu'elle offre des conditions d'accès à l'espace plus équitables, en quelque sorte. L'ISS est le seul endroit où il est possible de comprendre les besoins de l'humanité lorsqu'elle choisira de s'aventurer au-delà de l'orbite terrestre. Si ce qu'on pourrait appeler la race humaine choisit d'explorer l'univers,
Il faut accumuler l'expérience nécessaire et comprendre comment appréhender ces environnements extrêmes. Nous utilisons aujourd'hui l'ISS comme un terrain d'essai. Quels sont les effets à long terme sur les humains de l'absence de gravité ou des radiations supplémentaires? Comment cultiver dans l'espace? Comment survivre dans un environnement fermé où tout doit fonctionner parfaitement pour les futurs voyages? L'histoire de la Station spatiale internationale est sur le point de s'achever. Mais elle restera dans les livres d'histoire comme la preuve de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle est unie. Dans l'ombre d'une rivalité éternelle, les portes du cosmos se sont ouvertes. L'exploration spatiale offre à l'humanité ses plus grands défis. En s'aventurant vers l'inconnu, l'être humain a accompli l'impossible. L'un des grands avantages de la recherche scientifique, c'est sa capacité à rassembler les gens afin de réaliser quelque chose qui va améliorer la condition humaine. Par sa présence en orbite, l'être humain cherche à créer un monde meilleur. C'est la clé de voûte qui permet à l'humanité de se rassembler et d'accomplir quelque chose pour le bien commun.